Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, tout un dispositif mis en place pour permettre aux pèlerins de voyager dans de bonnes conditions. Le ministre des Affaires étrangères, qui a effectué une visite à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, a exhorté les compagnies aériennes à respecter les plans de vol. Et en sport, foot féminin, tournoi UFOA, les Lioncelles remportent le trophée haut la main. Aucun but encaissé. Elles ont battu la Guinée-Bissau sur un score de 3-0 et conservent ainsi leur titre à domicile. Et en culture, l'art célébré sous toutes ses facettes, toiles, sculptures, photographies, céramiques, de magnifiques œuvres d'art exposées par une vingtaine d'artistes professionnels d'Afrique et d'ailleurs, et ils placent les relations humaines au cœur de leurs travaux. Bienvenue à tous. Sachez tout d'abord que le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour effectuer des visites d'amitié et de travail, respectivement au Mali et au Burkina Faso. C'est dans le cadre du renforcement des relations entre ces pays. À son départ, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été salué par le Premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Le retour du chef de l'État est prévu ce soir. Je vous le disais dans les titres, pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le ministre des Affaires étrangères a effectué une visite à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass à quelques heures du départ du premier vol. Yacine Fall a exprimé toute sa satisfaction. Elle a aussi exhorté les compagnies aériennes à respecter les plans de vol. Mamoudou Sakine. Un parcours sur le trajet du pèlerin a permis au ministre des Affaires étrangères de constater l'efficacité du dispositif. Après avoir fait les différentes étapes du processus de l'enregistrement à l'embarquement, Yacine Fall a exprimé sa satisfaction. Nous sommes vraiment impressionnés par ce qui a été fait parce que nous pensions que l'attente était beaucoup moins importante que ce que nous avons vu. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous attendons maintenant. C'est une première étape. C'est la première étape, c'est l'étape d'enregistrement, l'étape du vol, que les pèlerins prennent leur vol à temps, rentrent dans l'avion. Il reste une autre étape, c'est l'étape du Hajj. Les autorités se sont fixées comme objectif une bonne réussite du pèlerinage 2024. Le mot d'ordre, c'est un Hajj zéro couac. À partir de ce moment, nous sommes condamnés à redoubler d'efforts et à travailler ensemble, main dans la main, pour réussir. Il y avait des craintes à la fois sur les compagnies aériennes, particulièrement la nôtre, mais Air Sénégal a pris toutes les diligences nécessaires pour disposer des avions, mais surtout des autorisations. Je pense que c'est ce matin même que nous avons reçu le FOC du deuxième avion, ce qui est important. Nous avons reçu les plans de voyage des deux compagnies, à l'aller comme au retour. L'État appelle les compagnies au respect des plans tracés. Nous attendons, nous, le gouvernement sénégalais, le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement attend des compagnies aériennes que les passagers, les Oudjahs rentrent chez eux à temps. Qu'on ne les fasse pas attendre 2 jours, à plus forte raison plusieurs jours. Le premier vol quitte Dakar le 31 mai pour l'Arabie Saoudite. Le Royaume a accordé cette année un quota de 12 860 candidats au pèlerinage. Et pour réussir les différentes étapes, les pèlerins sont accompagnés et encadrés. Une formation sur le rituel, des recommandations et autres astuces leur sont fournies. L'initiative est du groupement Kosapo Moubarak qui, à travers cet accompagnement, veut un succès total du Hajj Kaltoumgueye. C'est le dernier acte avant le départ, la distribution des kits de voyage. Les pèlerins sont accompagnés durant le processus, avant, pendant et après le Hajj, une formation pour les mettre déjà dans l'exaltation de la Mecque.
On a terminé aujourd'hui avec des recommandations, surtout leur expliquer leur comportement à Arafat, leur comportement à la Mecque et les derniers jours du pèlerinage qui consiste de retourner à Mouna et faire lancer les pierres comme on dit, les jamarats. On les a tout expliqué. En plus, on les a expliqué comment ils doivent se préparer pour aller à l'aéroport, l'heure qu'ils doivent venir. On les a convoqués à 23h ici à la mosquée. Et tout ce qui, leur préparation, le nombre de bagages qu'ils doivent amener et leur comportement aussi, et à ne pas venir très tard. Aujourd'hui, c'était le jour où on devait leur rendre les documents. Je veux dire leur sac de voyage, et leur carnet de vaccination et tout ce qui englobe les préparatifs de voyage. Une formation, un accompagnement et des recommandations. Ces pèlerins sont assez outillés pour ce rituel qui est le 5e pilier de l'islam. La Mecque, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on doit faire avec deux choses. As-sabr wa sakina, qui veut dire la sérénité et la patience. Donc nous demandons à tous les pèlerins d'être patients et d'être sereins et d'écouter les recommandations des guides. Et ça va aller, Inch'Allah. C'est devenu un rendez-vous annuel. 2 mois avant le pèlerinage, les pèlerins sur la tutelle du groupement Kosapo Moubarak se retrouvent. L'objectif visé par les organisateurs est que chacun puisse bien accomplir cet acte de dévotion au lieu saint de l'islam. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire élargit le processus d'agrément aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Cela va permettre aux acteurs agréés de bénéficier des dispositifs d'accompagnement du ministère afin de mieux contribuer à l'atteinte des objectifs du projet. Lamine Fall et Abou Bimbaye. Une rencontre pour matérialiser l'économie sociale et solidaire avec celles et ceux qui la font, qui la pratiquent. Des organisations ou entreprises ayant en partage une vision sociale du bien-être honorée par la tutelle. On a donné aujourd'hui 49 qui s'ajoutent aux 3 que notre prédécesseur avait réalisé. Donc on a réalisé aujourd'hui 49 agréments, ce qui fait un total de 52 agréments. 52 agréments attribués à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont le mérite est de remplir l'ensemble des critères constitutifs. Il y a d'abord la dimension production solidaire. Il y a également la dimension juridique, notamment les différents aspects qui vont dans le sens d'une institutionnalisation d'une gestion participative et démocratique. Vous avez une organisation d'économie sociale solidaire, c'est une organisation démocratique. Mais également, il y a les critères de mutualisation, il y a également le critère d'utilité publique, d'utilité sociale. Des agréments qui revêtent une importance capitale pour l'autorité. Ça nous permet de pouvoir les suivre d'abord, de pouvoir les appuyer également, mais de pouvoir les encadrer et surtout de leur faciliter les moyens de production. Ces autorisations traduisent la reconnaissance officielle par l'État de l'engagement de ces associations dans la promotion d'une économie sociale et solidaire. Cet agrément-là, au-delà d'être un agrément pour nous, c'est pour nous aussi un sacerdoce, parce que c'est de la reconnaissance par rapport à un travail qui avait déjà été fait en amont. Et avec cet agrément-là, on a une tutelle. Et ces agréments-là, aujourd'hui, pourront nous servir de base pour pouvoir aller rencontrer ou bien bénéficier de fonds, mais aussi bénéficier de la crédibilité qu'il faut au niveau des parties prenantes par rapport à nous, nos projets. L'économie sociale et solidaire, un modèle économique qui a toujours existé. Ces rencontres constituent une étape décisive dans la mise en œuvre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, déjà en vigueur dans l'ordonnancement juridique du Sénégal. Et nous restons dans le secteur de l'économie. Régler les différends entre les opérateurs économiques et les acteurs financiers sans passer par les juridictions, c'est la mission assignée au projet d'appui au renforcement des structures d'arbitrage spécialisées dans la conduite des affaires. À Saint-Louis, l'on veut surtout encourager les acteurs à passer par la médiation et la conciliation pour gérer les litiges et par ricochet désengorger ainsi les tribunaux. Abdouad. Après Ziguinchor, c'est au tour de Saint-Louis d'accueillir la campagne de sensibilisation sur les modes alternatifs de règlement des litiges.
Des acteurs du service financier et des opérateurs économiques des régions de Saint-Louis, Louga et Matam ont assisté à cette réunion publique d'information. Elle encourage le public à l'utilisation des alternatives à la voie judiciaire pour gérer certains conflits. Ça veut dire que les opérateurs économiques ont le choix entre porter leurs différends commerciaux donc, devant les juridictions étatiques. Et sur ce plan, la création même du tribunal de commerce de Dakar constitue une avancée majeure pour la justice commerciale. Ou alors recourir à l'arbitrage, à la médiation et à la conciliation. Pour promouvoir l'arbitrage, la médiation ou la conciliation, des structures spécialisées sont mises en place, comme les maisons de justice, le tribunal de commerce de Dakar ou encore l'Observatoire de la qualité des services financiers, créé en 2009. Elles fournissent une aide juridique aux différentes parties afin de parvenir à un accord. Au Sénégal, les usagers ont encore du mal à se familiariser avec de tels dispositifs. Il faut aussi signaler le rôle important que jouent des institutions comme l'OQCF et les maisons de justice qui quand même constituent des sortes de filtres parce qu'à travers eux, un nombre important de contentieux sont réglés à leur niveau. Mais les autorités vont dire ça avec les mots justes, qu'aujourd'hui, il est même demandé, même dans les tribunaux, de passer d'abord à une médiation-conciliation avant d'aller vers vraiment le jugement. Bon, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça demande à intensifier les caravanes de sensibilisation, ça demande à intensifier la communication. Les modes de règlement alternatifs offrent plusieurs avantages, notamment une économie de temps considérable par rapport à la procédure judiciaire. En termes de temps, la conciliation au niveau du tribunal de commerce, au grand maximum, peut prendre 1 mois. Et vous aurez une décision qui sera homologuée par la Chambre et qui aura toute la force exécutoire qui s'y est. Si les partis optent pour les modes alternatifs, mais ça permet aussi aux partis de conserver leurs relations. Donc, parce qu'au tribunal, s'il y a une décision, ça peut même créer une séparation des partis, alors que si les partis ont trouvé eux-mêmes leur propre solution à leurs difficultés ou à leurs contentieux, avec l'intermédiaire d'un tiers médiateur ou conciliateur, les partis peuvent même continuer à entretenir leurs relations. Face à la saturation et à la lenteur des tribunaux, ces alternatives à la justice proposent des solutions flexibles et mieux adaptées pour résoudre les conflits. Et en sport, basketball, Africa League, l'affiche de la 4e édition est connue. Elle se jouera entre Al-Ahli de Benghazi et le Petro Atlético de Luanda. Les Angolais se sont imposés face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers sur le score de 96-86. Retour sur les temps forts du match avec Fatoumata Savané-Saleh. Victoire du Petro de Luanda devant le Cape Town Tigers, les Cape Town Tigers. Le Petro qui se retrouve donc en finale. C'est au bout d'un match à suspense que les Angolais du Petro Atlético de Luanda se sont imposés 96-86 face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers. Et voilà. 77-A à la fin du temps réglementaire. Dans le overtime de 5 minutes, les Angolais ont poursuivi leur domination jusqu'à la fin de la rencontre. Forcer les tirs. Et la contre-attaque. Pedro, plus de... Pourquoi forcer les tirs? Ouais. Le seul carton qu'ils ont perdu est le tout premier et à 1 point près, 16-15. Les coéquipiers de Nicolas Faust, auteur de 23 points dans ce match, ont remporté la première mi-temps. Ça fait 3 sur 3 pour Nicolas Faust. Pour l'instant, ce sont les Angolais qui passent devant avec plus 6-43. Les Sud-Africains vont revenir, ils vont surprendre leurs adversaires sous la raquette, mais les joueurs de Cape Town perdent des ballons précieux et ratent des shoots faciles, ce qui profite aux Angolais. Alliant adresse et expérience, les Angolais réussissent à rester dans leur match. Ils terminent en trombe, 10 points d'avance qui les confortent pour leur place en finale. C'était un beau match. Une finale qui se jouera entre Angolais et Libyens de Benghazi. Ces derniers se sont imposés face aux River Hoopers du Nigeria 89-83. Pour cette 4e édition, la BL va connaître un nouveau champion après le Zamalek, l'US Monastir et le Al-Ahli d'Égypte.
Après le basket, parlons football féminin avec le tournoi IFOA. Les Lioncelles conservent leur titre à domicile, un trophée remporté haut la main avec la meilleure attaque et aucun but encaissé. Elles ont battu la Guinée-Bissau par 3-0 dans un match qu'elles ont dominé de bout en bout. Fatoumata Savané. Les Lioncelles vainqueurs du tournoi de l'UFOA pour la deuxième fois. Les Sénégalaises gardent leur titre après une belle victoire face à la Guinée, 3-0. Une finale jouée dans une belle ambiance au stade Lat Dior de Thiès. Les Lioncelles ont battu des Guinéennes accrocheuses, mais grâce au but de Adji Ndiaye et Sornapen dans la première période, elles sécurisent leur score. Les coéquipières de Oumi Thiandoum vont corser l'addition à la 86e par Khadija Bajo. Et après avoir marqué les 2 buts, elles se sont aussi emportées. Elles ont été dans l'euphorie. Maintenant, c'est au retour des vestiaires qu'on les a sermonnées. Je vais bien dire le mot parce qu'elles croyaient déjà que le match était plié, et chose qui n'était pas encore faite. C'est une finale. La Guinée-Bissau est une très bonne équipe. Elles nous ont posé beaucoup de problèmes. Et maintenant, après quelques rectificatifs, on a su marquer un autre but en seconde période. Et grâce au bon jeu, on a gagné le match, on a gagné la finale. Les jeunes filles entraînées par Mbayang Thiam ont réalisé un parcours parfait avec la meilleure attaque, 14 buts inscrits, et la meilleure défense, aucun but encaissé. De quoi être fier après ce sacre. C'est pas la première fois, donc c'est quelque chose que moi aussi, on avait gagné le premier tournoi, donc on savait que ça allait pas être facile, mais on a tenu. L'équipe était... Quand tu regardes l'équipe, tu vois que l'équipe commence à progresser. À chaque match, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je te dis que chaque match, l'équipe progresse surtout sur les mentalités et aussi l'expérience. Donc, on est content de gagner ce tournoi. Les Lioncelles, après la première édition, rééditent l'exploit à domicile. Les doubles championnes du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines confirment ainsi leur place de leader au niveau sous-régional dans le foot féminin des moins de 20 ans. Voilà, après la page sport, passons au journal des régions. Et pour démarrer, nous reparlons des phosphates de Tendori à Matam. Producteurs et acteurs au développement saluent la mesure de l'État sur la gratuité du phosphate. Pour autant, ils ne cachent pas leurs préférences locales. Ils plaident pour les phosphates exploités à Tendori soient mis à la disposition de la région pour accroître les rendements agricoles. Environ 550 000 tonnes de ce minerai sont exploitées par an. Suivons ce dossier réalisé par Ibrahim Pabidjidjou. Du phosphate de qualité, dit. Les phosphates de Ndendori font partie des meilleurs phosphates, je pense, au monde. Loin d'être de simples affirmations, les phosphates de Ndendori sont parmi les meilleurs au monde en termes de qualité, selon les experts. Dr Thiam est le responsable régional de l'Institut national de pédologie INP. Des années durant, lui et son équipe ont travaillé sur ce minerai. Les analyses faites émerveillent. Donc nous avons une teneur en phosphore qui tourne autour de 30%. Mais c'est un phosphate également qui a une bonne solubilité. Donc au niveau des sols, une solubilité formique qui est assez élevée. Donc il tourne autour de 70 à 72%. Mais également c'est un phosphate qui a une teneur élevée en calcium. Mais également, cette qualité se témoigne également par la très faible teneur en métaux lourds. Et tout cela réuni fait que donc, nous avons un phosphate qui est de très bonne qualité. Sur le terrain, les tests réalisés ont aussi confirmé ces thèses. Vers les années 2018, il y avait une distribution nationale qui a été réalisée donc sur tout le territoire national. Et les expériences donc, du terrain ont montré vraiment que l'application de ce phosphate au niveau des champs a non seulement relevé la qualité des sols, mais également a permis un peu de relever
de façon significative les rendements au niveau de certaines cultures. Il peut booster un peu les rendements de 10 à 15%. Donc, nos activités de formation, de sensibilisation des paysans nous ont permis un peu de constater avec des témoignages donc des producteurs de l'importance un peu de la qualité de ce phosphate-là. Effectivement, madame. Ce producteur avait suivi les premiers essais. Il déplore le fait que cette ressource naturelle soit exportée sans que la région n'en bénéficie. On donnait ça à les paysans non granulés en poudre et finalement on a commencé à donner en granulé et après il y a eu rupture, on n'en donnait plus. On veut qu'on nous en donne encore pour qu'on restaure les sols. Je pense qu'avec ce phosphate, on peut bel et bien développer un peu du point de vue fertilisant. Donc je pense que les sols ont besoin de ce phosphate. Les chiffres font froid dans le dos. Selon le dernier rapport de l'ITIE, environ 550 000 tonnes de phosphate ont été produites par la SOMIVA rien qu'en 2022. J'avais proposé que si on prenait ne serait-ce que 1% de cette quantité-là, ça pourrait aider quand même la région. Parce qu'il faut aussi rappeler que la dose à l'hectare, c'est 400 kilos à l'hectare tous les 4 ans. Voilà, donc avec une quantité de 5000 tonnes, bon, ça pourrait aider la région peut-être à atteindre dans une année les 13 000 hectares. Hein. Interpellé sur la question et sur la nécessité d'un plan de transformation locale du produit, le directeur général de la SOMIVA n'a pas écarté l'éventualité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut en examiner les conditions d'amélioration dans le sens d'avoir une meilleure transformation locale du produit. Et que les parties puissent s'asseoir ensemble pour examiner la faisabilité. Le phosphate qui est exploité ici, qui est transporté, donc c'est un phosphate qui va être transformé et retourné sous forme d'engrais et retourné également au niveau de notre pays. Donc je pense qu'il est extrêmement important de développer ici, au niveau donc de Matam, des structures qui vont permettre de transformer ce phosphate-là. Mais non seulement que ça va nous permettre d'avoir la disponibilité d'intrants extrêmement importante pour notre agriculture, mais également il y a des dérivés qui peuvent sortir tout simplement de ça, mais également c'est une niche un peu d'emploi pour les jeunes de la localité. En visite dans le site, le ministre des Mines de donner un premier avis sur la question. Moi, il pousse une préoccupation sur la transformation. La transformation de ce phosphate demeure une préoccupation partagée. D'ailleurs, on a appris que les tests du blé réalisés ici à Matam ont donné de bons résultats. Donc si nous travaillons avec la SOMIVA dans le cadre de ce projet de transformation, on pourrait produire aussi de l'engrais au profit de la région. À Matam, les acteurs applaudissent la mesure de l'État sur la gratuité du phosphate. Pour autant, la région souhaite surtout voir la couleur de son phosphate, dont l'exploitation devrait durer encore une trentaine d'années, au moins. À Kaolack, la coopérative intervillageoise des producteurs agricoles de Ngot a distribué des semences et des engrais à ses membres. La démarche pourrait aider à atteindre les rendements espérés pour la campagne agricole 2024. À Kaolack, la correspondance de Claire Diop. Au troisième jour de cette session de distribution des semences aux sociétaires de la coopérative du groupement intervillageois des producteurs agricoles de l'arrondissement de Ngoch, ici à Kaolack, c'est quelques 10 tonnes d'arachides, 7 tonnes d'engrais et 10 tonnes de phosphate qui sont distribuées pour les bénéficiaires, l'appui et de taille des intrants nécessaires à disposition et à temps. Ils vont permettre le bon démarrage de cette campagne agricole. La démarche participe beaucoup à la bonne organisation de la campagne agricole. Avant, nous avions toujours eu d'énormes difficultés pour trouver des semences et les prix étaient excessifs. Maintenant, c'est la coopérative qui nous donne des intrants nécessaires pour mener nos activités agricoles. L'anticipation dans la stratégie, la démarche choisie derrière toute une organisation pour l'autonomisation des producteurs membres. Notre engrais et nos semences sont des productions propres de nos membres, de nos sociétaires qui nous les vendent.
au moment de la commercialisation. L'urée aussi nous a été affectée parce que c'était gratuit, donc nous l'avons reçu comme ça gratuitement. Mais pour l'État, nous attendons quand même des appuis substantiels pour que la coopérative puisse vivre au mieux et être plus utile à ses sociétaires. L'appel est lancé à l'État du Sénégal pour plus d'appui, une meilleure organisation des coopératives est visée. Nous demandons à l'État et nous sommes confiants par rapport à l'État actuellement parce qu'il y a une structure de l'État, une direction dédiée aux coopératives. Et je pense qu'avec cette direction-là, nous pourrons travailler pour que la coopérative puisse retrouver son lustre d'antan et être même plus performant parce qu'on sait que les coopératives actuellement, avec les nouvelles donnes, peuvent être plus performantes par rapport à ce que nous avons. En tout cas, c'est l'appel que je lance au ministre délégué chargé de la gestion des coopératives, d'être plus regardant par rapport aux coopératives existantes et quand même, s'il le faut même, signer des contrats avec ces coopératives pour mieux atteindre la cible. La cible, c'est le paysan. Créée en 2002, la coopérative a élargi ses bases pour enrôler plus de membres. Ces derniers sont venus de Kaolack, mais aussi de Fatick. Plusieurs hectares de terre sont exploités avec différentes spéculations. Et dans les parcelles, c'est une lutte farouche qui est menée pour l'autosuffisance alimentaire dans la zone. Des tables-bancs, des chaises, entre autres matériels réceptionnés par le collectif des écoles de la commune de Ziguinchor, un don de la mairie qui continue de soutenir les écoles impactées par les manifestations de juin dernier. Mariam Bangora. Dans son élan de satisfaire les besoins des populations de la commune de Ziguinchor, l'équipe municipale continue ses actions. Après les routes et les salles de classe, les écoles élémentaires de la commune ont reçu une dotation en table-banc et bureaux des mains du maire de Ziguinchor. Ce matin, nous allons procéder à une remise symbolique avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation ici présent. Au total, nous avons 700 tables-bancs, 100 bureaux pour les enseignants et 100 chaises. Voilà, nous sommes toujours dans une dynamique de faire de l'école sénégalaise une école exemplaire. Nous avons commencé par, et nous y sommes toujours, les salles de classe. Il y a les murs de clôture, les clôtures. Et aujourd'hui, on est avec les tables-bancs pour mettre les enfants dans de bonnes conditions d'apprentissage. Le représentant des écoles bénéficiaires manifeste son satisfait pour ce don qui, selon lui, arrive à point nommé. On a vu que dans beaucoup d'écoles de la commune, on a un déficit de tables-bancs. Et je pense que leur action vient au bon moment. Et on dit à Madame la maire un grand merci au nom des parents d'élèves et au nom de tous les élèves de la commune de Ziguinchor. On vous dit un grand merci. Avec les manifestations de juin 2023, de nombreuses écoles ont subi des pertes en table-banc à cause des saccages. Un gap qui va être comblé. Nous avons eu quelques événements malheureux au mois de juin passé. Il y a beaucoup d'écoles, au moins écoles élémentaires, préscolaires et même des collèges et lycées qui ont été saccagés et même brûlés. Ces écoles sont vraiment dans un besoin criard d'équipement, notamment de tables-bancs. Donc si nous avons cette dotation-là, prioritairement, ces tables-bancs vont à ces écoles. De ce point, j'ai été informé, j'ai mis bien en branle le comptable matière. On a recensé toutes les écoles qui sont dans le besoin. 700 tables-bancs, 100 bureaux et chaises vont être répartis entre une quarantaine d'écoles élémentaires en fonction des besoins. Culture, pour finir, à Soromone, une vingtaine d'artistes professionnels d'Afrique et du monde exposent de magnifiques œuvres d'art, toiles, sculptures, photographies, céramiques. C'est un groupe pluridisciplinaire qui a décidé de célébrer l'art sans le label de la Biennale. Les relations humaines sont au cœur de leurs travaux, nous dit Fatou Diouf. Cette toile renvoie à un tourbillon, mais il n'en est rien. Dans un style abstrait, en noir et blanc, l'artiste Morfaï représente une population de cultures différentes, des silhouettes, des personnes en mouvement, bref,
une pure restitution de l'émotionnel et du spirituel, en un mot, l'interculturalité. Pour que le monde soit harmonieux, pour qu'il y ait une intégration, pour qu'il y ait un équilibre social, il faut une interculturalité. Parce que chaque personne a sa propre culture. Et pour moi, toutes les cultures se valent. Il n'y a pas une culture qui est supérieure à l'autre. Des toiles aux sculptures, chaque œuvre raconte une histoire. Banda traduisait le lien. Cette œuvre de l'artiste ivoirienne So s'interroge sur les liens entre les êtres humains. J'ai choisi des liens en aluminium qui sont des liens de métal recyclé, en fait. Je travaille toujours avec des matériaux recyclés et ces liens que vous allez voir symbolisent donc vraiment tout ce qui nous lie, que nous sommes nous-mêmes faits complètement de liens. Donc tout est lié de façon intrinsèque et ça parle de nous, êtres humains. Venu du Nigeria, Michael, lui, nous parle de la vie des soldats. Soldier Go, Soldier Come, un hommage à ces valeureux hommes de son pays natal. Soldier Go, Soldier Come. You know, that means Soldier goes, soldier come signifie que les militaires s'en vont tandis que d'autres viennent. J'ai fait ces tableaux pour mettre en valeur le travail des militaires qui se sacrifient dans les champs de bataille. La plupart d'entre eux y perdent la vie et ils sont souvent mal payés. J'ai dédié ces tableaux à ceux qui consentent des sacrifices personnels pour leur pays. Those that have given selfless service to the country. Massingo, Massaer Sek de son vrai nom, s'inspire des réseaux sociaux pour peindre. Son œuvre est dénommée clé buccale, une clé pour dire stop aux invectives sur la toile. Cette clé dit stop aux insanités et prône en même temps le rassemblement, crée en même temps la positivité. C'est une palette d'artistes professionnels venus de 8 pays qui célèbrent l'art dans ce magnifique cadre de Sorhamon. Même si le Dakar a été reporté, ils ont tenu à maintenir le programme. Cette exposition, elle était prévue pour la 15e édition de la Biennale. Mais puisqu'on était déjà prêt, il y avait les billets d'avion, on avait réservé les hôtels, même le catalogue était déjà prêt. Donc on a jugé utile de faire cette fête, de célébrer l'art, mais sans le label de la Biennale. La règle d'or en matière d'art est qu'il n'y a pas de règle. C'est la conviction de ces artistes peintres, designers, photographes et sculpteurs. Ils vivent leur passion pour l'art en toute liberté. Voilà, reportage culture signé Fatou Diouf. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve après pour le journal en Wolof. Bon après-midi à tous, à tout à l'heure.